Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. À tes souhaits, Rémi. Rémi ? Bah, tu fais quoi là ? Ah, salut Flo, excuse-moi, j'ai ramené de quoi travailler au studio et c'est un peu poussiéreux. J'ai ressorti une affaire des placards et en plus c'est un sujet qui divise les Guyanais et depuis plus longtemps qu'on ne le croit. Alors, je ne sais pas si on pourra faire plus clivant que la fois où on a parlé de la Guyane nazie. Ouais, je pense aussi, sauf si on parle de la recette du bouillon d'Awara. Chers auditeurs, l'autonomie de la Guyane est une grande idée qui traîne dans les conversations depuis plusieurs décennies déjà. Mais voilà, depuis combien de temps exactement ? Eh bien depuis plus d'un siècle. Alors attends, je croyais que ça datait des années 70, moi, avec le mot guide. Oui, eux c'était plutôt l'indépendance, mais bien avant eux, vers la fin du 19e siècle, des politiciens guyanais prônaient l'autonomie de la Guyane, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Pour tout comprendre, direction Cayenne en 1898 à la rencontre de Henri Ursleur qui vient de devenir député de la Guyane. Allez, c'est parti, je connais le chemin déjà. Nous avions déjà expliqué dans le Zoom Histoire que les politiciens guyanais du 19e siècle venaient pour la majorité de la petite bourgeoisie cayennaise. Pour mieux vous les figurer, imaginez-vous des mulâtres à moustache qui ont étudié en Hexagone puis sont revenus en Guyane diplôme en poche. Souvent pour faire de la politique. Leurs parents sont avocats, propriétaires ou commerçants, on publie des avis bien tranchés dans les journaux de Cayenne, on se présente aux élections municipales et législatives, puis on va se venger de ces défaites électorales à la salle d'escrime de Cayenne. Ah oui, je me souviens, tu m'avais parlé de ce parti radical socialiste et de ce monsieur Henri Ursleur, celui qui avait fait venir des sinistrés martiniquais. Exact, excellente mémoire Florian. Et bien voilà, Henri Ursleur fait complètement partie de cette petite bourgeoisie cayennaise qui descend des libres de couleur et dont le papa était avocat et faisait partie du conseil privé du gouverneur. Après avoir fait ses études de droit à Bordeaux, Henri devient maire de Cayenne, puis devient député 2 ans après avec le parti radical socialiste. Attends, c'est quoi le programme politique des radicaux socialistes ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Disons que les radicaux socialistes sont républicains et socialistes à la fois. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est que cette formation politique est partisane d'une idée plutôt nouvelle pour l'époque. L'autonomie de la Guyane. Pour illustrer, lisons un peu la presse 1 an avant la victoire des radicaux en 1898. Sans tenir compte des mœurs, des traditions et des usages locaux, on voit appliquer une législation uniforme calquée sur le même modèle qui le plus souvent va à l'encontre des intérêts qu'elle a mission de protéger et du but qu'elle devrait se proposer d'atteindre. En effet, ça me fait penser à quelque chose. Mais alors, ça veut dire qu'un parti autonomiste guyanais a déjà gagné des élections à la fin du 19e. Absolument. Mais vous vous doutez, chers auditeurs, qu'entre l'ambition politique et la réalité, il peut y avoir un gouffre. La lutte pour l'autonomie se joue essentiellement au Conseil général de l'époque où les radicaux ont 14 sièges. Henri Ursleur calque son projet autonomiste sur les colonies anglo-saxonnes. D'accord, mais comment on justifie l'autonomie à la fin du 19e ? Après tout, la Guyane n'est pas très peuplée, main-d'œuvre difficile à obtenir et l'économie pas très développée. C'est vrai que quand on regarde les chiffres de l'époque, l'idée de l'autonomie surprend un peu. Mais il y a un mais. Comme toujours avec toi. L'argumentaire autonomiste se base sur un reproche de la métropole. Les colonies pèsent sur les finances de la France. Mais la Guyane s'en défend. Henri Ursleur répond qu'elle peut s'assumer financièrement car elle a les richesses du sol et du sous-sol. Les radicaux demandent donc une autonomie financière et administrative tout en restant fortement attachés à la France. Mais... Oh non. En entendant ces revendications, la Chambre, qui décide des subventions accordées aux colonies françaises, va réagir de la façon suivante. Monsieur Ursleur pense que la Guyane peut s'en sortir grâce à l'or. Monsieur Ursleur croit que cela suffira à soutenir l'autonomie guyanaise. Eh bien, qu'à cela ne tienne, la Chambre va prendre Monsieur Ursleur au pied de la lettre et supprimer une subvention de 400 000 francs à la Guyane. Résultat, chers auditeurs, les impôts vont augmenter sur tout le territoire guyanais. Autant vous dire que les opposants politiques de Henri Ursleur étaient ravis. J'imagine. Les scélérats, hein. En fait, Ursleur est contre la centralisation excessive. Pour lui et son parti, c'est comme si la Guyane était sous la tutelle du ministre des colonies. Mais c'est nouveau comme idée pour l'époque, on est d'accord ? Moi ça me semble un peu fou. Pas complètement nouveau en fait. Déjà,
là, en 1832, on se plaignait de la même chose pendant une séance du Conseil colonial. Mais à l'époque, plutôt que l'autonomie, on disait qu'il fallait un député et une assemblée délibérative. Donc c'était encore un peu différent. Mais l'idée de l'autonomie a fait son chemin jusqu'à Henri Hursler. Mais alors, on va bien lui répondre quelque chose à Henri et aux radicaux socialistes. Bien sûr, vous vous en doutez, le ministre des colonies n'est pas favorable à ces nouvelles mesures. En fait, la France est en train d'éteindre son empire colonial, donc c'est pas vraiment le moment de perdre la mainmise sur un territoire aussi grand que la Guyane. Que va-t-il se passer ? Qu'est-ce que l'État français va répondre à Hursler ? Bim ! Décret du 15 novembre 1898, les biens vacants ainsi que le domaine colonial deviennent propriété de l'État. Les conséquences, me demanderez-vous ? Avant cet acte, le Conseil général récupérait l'argent issu de ces terrains pour le verser au budget local. Après cet acte, l'argent revient directement à l'État et donc le budget local diminue. Ça va leur faire plaisir aux radicaux socialistes et Monsieur Hursler est devenu fou. Monsieur Hursler est devenu fou, Monsieur Hursler, déçu, s'est lancé dans un discours enflammé à la Chambre des députés, mais rien ne changera. Son ami Léon Bassière, frère d'Eugène Bassière, auquel nous avons consacré une chronique entière il y a quelques semaines, eh bien Léon Bassière va déclarer au Conseil général: La Guyane est d'ailleurs arrivée à une période de son existence politique où la tutelle de la métropole ne lui est plus nécessaire, comme l'a déclaré hautement notre députée à la tribune de la Chambre. Elle se sent majeure et apte à gérer elle-même ses propres affaires. C'est très impressionnant, mais il me semble que tu nous as dit que ces politiciens représentent surtout une petite bourgeoisie. Donc une minorité. Et qu'en pensent les autres ? Excellente question, monsieur Florian. Eh bien, c'est très simple. Rappelons déjà qu'à l'époque, la majorité des gens ne lisent pas et n'ont pas fait d'études. Les journaux ont une résonance assez limitée et l'entre-soi politique est un peu un monde à part. Au final, les idées des radicaux ne sont pas reprises par l'opinion publique qui s'inquiète plutôt du grand nombre d'étrangers présents sur le territoire depuis la ruée vers l'or. En fait, le vrai truc qui fait réagir certaines personnes, à l'époque, c'est plutôt la Guyane aux Guyanais. En ce qui concerne la France, le phénomène d'assimilation fonctionne plutôt bien et la dynamique consiste surtout à montrer à la mère patrie qu'on veut la servir et lui être digne. Et alors quoi, ça s'arrête là ? Oui et non. Pour Hursler, ça s'arrête plus ou moins là. Il quitte ses fonctions de député en 1906 et ne gagnera plus jamais d'élection jusqu'à sa mort en 1917. Pour les idées autonomistes, il y a encore quelques sursauts, quelquefois plutôt radicaux. Gobert, par exemple, dira au Conseil général de 1915 « Vous ne sentez donc pas que si la colonie jouissait de son autonomie, il y aurait assez de Guyanais ayant suffisamment d'esprit de suite pour trouver le moyen de la développer et de la faire prospérer, tandis qu'avec un Conseil général sur le pouvoir duquel on rogne tous les jours, nous sommes le plus souvent obligés de marcher dans une voie que l'on nous a tracée. » Ah, ce genre d'idée, ça me fait penser un peu au roman Atypa, non ? Y a pas un lien ? Complètement. Atypa est le premier roman entièrement rédigé en créole et c'est un Guyanais qui l'a écrit et ce Guyanais c'est Athénodore Mitterrand, lui aussi membre du parti radical socialiste. Il a publié son livre en 1885, une dizaine d'années avant l'arrivée d'Henri Hursler à la députation et clairement Athénodore Mitterrand prônait l'esprit d'entreprise et d'indépendance en Guyane. Il suffit de lire Atypa pour s'en convaincre et je ne vous parle même pas de son discours sur l'identité culturelle des Guyanais. Donc si je comprends bien, les Bassière, Hursler, Mitterrand et consorts sont un peu les ancêtres des indépendantistes qui arriveront dans les années 70. On peut le voir comme ça en effet, mais attention, les contextes sont tellement différents et les concepts ne sont pas tout à fait les mêmes, alors l'affiliation n'est pas toujours évidente. Mais en gros, c'est un peu ça, oui. Pour le reste, on le verra dans une autre chronique sur l'indépendance de la Guyane dans les années 70. Au passage, petit clin d'œil à monsieur Patrick Léon, archiviste, et puis de science, sans qui cette chronique serait impossible. Merci à lui. Merci. Chers auditeurs, notre situation politique est ce qu'elle est, mais... Ah ça y est, comme c'est clivant, tu nous fais de la langue de bois. Je disais donc, à défaut d'avoir vu se réaliser les ambitions d'Henri Hursler et des radicaux socialistes, je vous enjoins à l'affirmation de soi et l'esprit d'indépendance, pas seulement dans la queue pour acheter votre super américain place des palmistes, ni seulement pour forcer le passage au rond-point des maringouins, mais surtout pour le reste, et qui est peut-être plus important encore qu'un double madras.